Alors, bonjour à tous. On n'est pas tous en même temps, là, mais il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Euh, on va se donner quelques instants de plus. Actuellement, il y a 11 participants et on a à peu près eu une vingtaine de confirmations. Donc, je vais donc en profiter pour commencer pour me présenter. Saúl Polo, directeur général des Armateurs du Saint-Laurent depuis déjà septembre 2024. Je suis accompagné par mes collègues Louis-Vincent Nadeau, économiste chez Aviseo Conseil, et également Rémi Fanzoni, fondateur du groupe Engram, qui nous accompagne ce midi là, pour une brève présentation autant provinciale que fédérale sur les dernières annonces économiques et qu'est-ce que ça peut représenter également pour vous comme membre, comme entreprise, en termes d'opportunités, soit de financement, soit de différents programmes de disponibles. Je vais commencer simplement avec une diapositive pour vous expliquer qui est... en fait, vous êtes tous des membres des Armateurs du Saint-Laurent, mais essentiellement, vous expliquer un peu où on en est en termes de notre croissance, de notre positionnement. Essentiellement, l'événement d'aujourd'hui, l'activité d'aujourd'hui ou le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit d'une part dans un des deux éléments de notre mission qui, on le rappelle, la mission des Armateurs du Saint-Laurent, c'est surtout et avant tout de faire de la défense des intérêts de nos membres armateurs. En date d'aujourd'hui, nous avons 18 organisations qui sont considérées comme des membres armateurs, mais nous comptons également sur un réseau de 140 membres en tout, donc à peu près au-delà de 120 organisations non armateurs, mais qui constituent tout un réseau et un bassin de partenaires de l'industrie qui sont membres de notre réseau. Et c'est un peu dans cette optique-là que vient le deuxième élément de notre mission, qui est de consolider ou de stimuler une communauté d'affaires afin de favoriser aussi le maillage d'affaires entre nos membres et l'échange d'informations comme aujourd'hui. Donc, je vais inviter Louis-Vincent à se présenter. Aviseo Conseil est un partenaire des Armateurs du Saint-Laurent depuis déjà le début de l'année à travers nos différents événements en soutien, en service conseil auprès des Armateurs du Saint-Laurent notamment. Et c'est la raison pour laquelle je les ai invités à nous donner leur point de vue, autant de la dernière mise à jour économique provinciale du début de la semaine, mais également du budget fédéral du début du mois de novembre qu'on continue à décortiquer depuis que l'annonce a été faite. Donc, Louis-Vincent. Oui, merci Saúl. Merci à tous d'être présents ce midi pour cette présentation. Comme Saúl l'a mentionné, je m'appelle Louis-Vincent Nadeau, je suis économiste et directeur chez Aviseo Conseil. Aviseo Conseil qui est une firme de services conseils en économie et en stratégie, donc qui réalise une panoplie de types de projets, d'études pour différentes organisations, que ce soit des retombées économiques, de l'alignement stratégique, études de marché. Donc, très, très heureux d'être avec vous ici ce midi et de vous présenter les différents faits saillants du budget et de la mise à jour économique du Québec. Alors, sans plus attendre, juste m'assurer que tout le monde voit bien la présentation. Super. Nous allons commencer avec la présentation de différents faits saillants du budget fédéral 2025 qui était présenté au début du mois. Avant de rentrer en détail un petit peu dans les faits saillants de ce budget-là, je pense que c'est important de décrire le contexte économique dans lequel le budget s'inscrit. On va le voir plus tard, mais le budget vise à répondre à différents défis auxquels fait face l'économie canadienne et qui minent actuellement la croissance économique. Et donc, on va avoir une légère discussion sur ces défis-là pour bien mettre la table sur le budget. Alors, premier défi qui ne surprendra personne, bien sûr, c'est la question du commerce international, les tarifs douaniers américains qui a été imposé sur les différents partenaires commerciaux des États-Unis depuis l'entrée au pouvoir de Donald Trump. On parle de des tarifs là, effectifs moyens de 17 %, même un peu plus, les plus hauts depuis 1936.
ce qui marque une rupture avec les dernières décennies de mondialisation. Et le Canada n'est pas épargné par ces tarifs-là, bien entendu, bien qu'il est un peu moins touché que d'autres économies ou d'autres partenaires commerciaux des États-Unis. Je mets le touché entre guillemets pour le moment, on y reviendra, mais ce qu'on observe, c'est un tarif effectif moyen de 3,8 en date d'août pour le Canada, ce qui est significativement plus faible que le 17 que je vous ai présenté dans la diapositive précédente. Ça s'explique principalement en raison des exemptions là, qui sont prévues en lien avec l'accord de libre-échange États-Unis, Canada, Mexique. Et d'ailleurs, le Canada, là, pour bien comparer, c'est les taux effectifs les plus faibles après le Mexique parmi les partenaires commerciaux des États-Unis. Par contre, je ne suis pas en train de dire que les tarifs n'ont pas d'impact. On le voit, ça se fait déjà sentir depuis le début de l'année sur l'économie. Les tarifs ont un impact très nocif sur l'économie canadienne, mais principalement en raison de la nature de la dépendance élevée du Canada envers les échanges commerciaux avec les États-Unis. Plus du 3/4 de nos exportations se dirigent vers les États-Unis, ce qui est énorme. Et comme tout le monde le sait, nos deux économies sont fortement interreliées et interdépendantes, notamment au niveau des chaînes d'approvisionnement. Alors, premier défi, c'est les tarifs. Deuxième défi, c'est au niveau de la productivité du travail qui est anémique là, en termes de croissance depuis environ une décennie, je dirais, au Canada. Le Canada fait piètre figure lorsqu'il se compare aux États-Unis en termes de croissance de la productivité. Et c'est d'autant plus vrai dans le contexte où les États-Unis investissent massivement en intelligence artificielle notamment. Quand on regarde le graphique, c'est difficile de croire qu'il y a une certaine époque pas si lointaine, au début des années 2000, la productivité du travail au Canada était plus élevée que celle aux États-Unis. Par contre, la croissance n'a cessé de ralentir dans les dernières années, ce qui fait que maintenant, le Canada traîne de la patte de manière très importante lorsqu'on se compare à notre principaux partenaires commerciaux. Un autre défi, c'est les sous-investissements des entreprises qui est observé là, dans l'économie canadienne. Oui, c'est vrai que c'est un phénomène qui a été exacerbé par le contexte tarifaire, perte de confiance des entreprises, beaucoup d'incertitudes. Donc, les entreprises ont adopté une position un peu plus attentiste de manière générale. Par contre, c'était un enjeu qu'on observait déjà depuis plusieurs années, soit parce que les investissements ont été en recul en 2024, mais bien avant ça aussi, on voyait une croissance des investissements qui était plus faible au Canada que pour d'autres de nos partenaires commerciaux ou d'autres économies avancées. Alors, je vous ai présenté 3 défis à très haut niveau. 2 autres que je n'irai pas autant dans le détail, mais qui sont dignes de mention, bien sûr, c'est la question du logement, la crise d'abordabilité, le manque de nouvelles constructions. Un autre défi, c'est les sous-investissements chroniques du Canada depuis plusieurs années en défense, qui ont fait un peu mal paraître le pays sur la scène internationale. Et donc, pour répondre à ces 5 défis-là, le gouvernement a présenté un budget qui qualifie lui-même d'ambitieux et générationnel. On pourra revenir sur cet aspect-là. Mais ce budget-là, essentiellement, se divise en 4 principaux axes d'intervention. Le premier, c'est de stimuler la croissance économique et la productivité. Par la suite, soutenir les industries stratégiques et le commerce international, s'attaquer à la crise du logement et du coût de la vie, et finalement préserver la souveraineté et la sécurité nationale. Plusieurs nouvelles mesures, des investissements importants qui ont été annoncés en lien avec ces 4 axes-là. Je ne rentrerai pas dans le détail, ce sera un peu plus le rôle du groupe Ingram qui suivra avec sa présentation. Par contre, ce que je peux dire, c'est comme des investissements importants, des mesures d'envergure, et ça vient avec un coût qui est assez substantiel lorsqu'on regarde le déficit fédéral. On parle d'un déficit qui va avoisiner les 80 milliards en 2026, fortement revu à la hausse depuis la dernière présentation budgétaire qui avait été faite un an plus tôt. Et aucun retour à l'équilibre budgétaire prévu non plus sur la période de prévision, c'est-à-dire d'ici 2030. Excluant la pandémie, c'est la première fois qu'on voit un déficit aussi important en dollars au Canada, ce qui a amené certaines personnes à se questionner sur la viabilité et la soutenabilité des finances publiques à long terme. On pourra en rediscuter un petit peu plus tard dans la présentation. Une autre première en lien avec le budget fédéral, et cette fois-ci un peu moins négative, c'est le fait que c'est la première fois que le gouvernement scinde son budget en 2, soit en dépenses de fonctionnement et d'investissement. Il faut dire qu'on n'est pas les seuls à le faire non plus. Certaines économies développées le font, notamment le Royaume-Uni,
l'Australie. Donc, le Canada a décidé d'adopter cette approche-là pour bien démontrer que les déficits qu'il prévoit faire seront principalement concentrés dans des dépenses d'investissement. Le gouvernement, essentiellement, a fait le pari qu'en investissant massivement dans l'économie, il pourra redynamiser la croissance économique et la rendre plus résiliente à long terme. C'est essentiellement ça, la prémisse et son approche. Par contre, un élément mentionné, c'est que la définition qui a été donnée par le gouvernement, que le gouvernement s'est lui-même donné en fait pour différencier ses dépenses de fonctionnement et d'investissement, a été somme toute critiquée. Le gouvernement prévoit un retour à l'équilibre au niveau des dépenses de fonctionnement dès 2028-2029, mais on peut remettre ça en question, notamment si on révise un peu la définition que le gouvernement s'est donnée. Essentiellement, l'enjeu, c'est normalement une dépense d'investissement devrait être une dépense qui permet au gouvernement de se créer un actif. Tandis qu'ici, on a inclus toute dépense comme des crédits, comme des subventions ou des mesures fiscales qui visent, elles, à soutenir l'investissement privé. C'est une définition un peu plus flexible et qui a fait sourciller certaines personnes. Lorsqu'on révise les postes de dépenses du gouvernement, puis on s'aligne à une définition un peu plus rigoureuse et adoptée à l'international, on constate qu'en 2028-2029, plutôt que d'observer un retour à l'équilibre budgétaire, on parle plutôt d'un déficit qui avoisinerait les 20 milliards de dollars. Par contre, avant de partir en peur, puis de penser que les finances publiques sont peut-être pas soutenables ni viables et que c'est quoi que ce soit, nous, les économistes, ce qu'on aime faire, c'est oui, regarder le déficit en dollars, mais surtout le relativiser en termes de taille de l'économie, soit le PIB. Pourquoi le relativiser en termes du PIB? Principalement parce que le PIB, c'est l'activité économique et ça représente la capacité de l'économie de générer des revenus et aussi, par la bande, de la capacité du gouvernement à lui-même s'accaparer une partie de ces revenus-là pour supporter ses dépenses. Donc, ce qu'on observe, c'est bien entendu une révision à la hausse du déficit en pourcentage du PIB, mais qui apparaît somme toute maîtrisé quand on regarde l'ampleur. Donc, on parle d'un déficit en pourcentage du PIB entre 1,5 et 2,5 sur la période de prévision. Comme j'ai dit, c'est revu à la hausse, mais ça demeure, dans une certaine mesure, un déficit qui est contrôlé, notamment quand on compare avec l'historique du déficit fédéral en pourcentage du PIB. À titre indicatif, dans les années 80-90, on parle d'un déficit qui avoisinait les 5-6 donc 2 à 3 fois plus élevé qu'en ce moment, ce qui apparaît, somme toute, comme je dis, je me répète, contrôlé. Un autre point important à mentionner, c'est que malgré tout, le Canada se positionne très bien lorsqu'on compare aux autres pays, excusez-moi, aux autres pays du G7. On parle d'un déficit, comme je disais, autour de 2-2,5. Pour les États-Unis et la France, on parle d'un déficit de 5-7 Donc, le Canada, encore une fois, fait bonne figure lorsqu'il se compare aux pays du G7. Par contre, un élément mentionné, c'est que le Canada est l'un des seuls pays du G7 à détenir une cote de crédit 3A, cote de crédit 3A qui est très importante en termes de coût de financement et dans une certaine mesure pour la viabilité des finances publiques. Et là, quand on se compare, le Canada est loin d'être un premier de classe à ce niveau-là. Quand on compare le déficit du Canada à ceux des autres pays détenant une cote de crédit, on est plus en queue de peloton. On n'est pas en train de dire ici que le Canada risque une décote là, à court terme. Par contre, les agences de crédit seront vigilantes ou, disons, vont observer vraiment ce qui va se passer dans les prochaines années au Canada. C'est clair que la distinction des dépenses en dépenses de fonctionnement et d'investissement aide un peu le narratif ici parce que, essentiellement, on fait le pari que les dépenses d'investissement permettront de soutenir la croissance économique, ce qui permet un peu de tempérer le discours. Par contre, comme je disais, les agences de crédit vont surveiller ça de près. Ils vont vraiment vouloir voir des résultats au niveau, des dépenses du gouvernement sur la croissance économique. Donc, un dernier élément de vigilance, par contre, en termes de soutenabilité ou de viabilité des finances publiques, c'est la question de l'évolution de la dette. Essentiellement, quand on fait le pari que les investissements seront, entre guillemets, payants, ce qu'on veut, c'est que les investissements qu'on finance via la dette permettent de faire en sorte que l'économie croît plus rapidement que son coût de financement au final. Et donc, ce qu'on veut, c'est une trajectoire descendante au niveau de l'évolution de la dette. Ce qu'on observe ici, c'est un peu l'inverse à court terme. Bien entendu, on est dans une période un peu névralgique. L'économie fait face à plusieurs défis qu'il faut relever. Par contre, il faut bien sûr que cette trajectoire-là reste sous contrôle. Il faut que les dépenses restent sous contrôle. Et donc, c'est un autre élément qui sera porté à l'attention des observateurs un peu partout dans le monde, notamment les agences de crédit.
J'ai beaucoup parlé d'investissement parce que c'est un budget qui est très axé sur les investissements du gouvernement. Euh, alors, rentrons un peu plus ici dans le détail de ces investissements-là. Ce qu'on observe, c'est 280 milliards d'investissements qui sont annoncés sur 5 ans par le gouvernement dans son budget. Donc, ces investissements-là se divisent en 4 principaux axes, infrastructure, productivité, le logement et la défense. Donc, le gouvernement a beaucoup martelé sur ce chiffre-là, sur le point que c'était des investissements qu'il qualifiait lui-même de générationnels. Par contre, on considère qu'il manque un petit peu peut-être d'ambition, de conviction au niveau du gouvernement à ce niveau-là, principalement parce qu'une bonne partie des investissements annoncés étaient déjà des investissements qui étaient prévus. Donc, seulement 32,5 milliards de nouvelles dépenses d'investissement d'ici 2030 sur le 280 milliards qui est annoncé dans le budget. Encore une fois, le gouvernement avait mis la barre très haute en amont du budget en disant que celui-ci se voulait générationnel, qu'il allait transformer l'économie. Clairement, c'est un pas dans la bonne direction pour s'attaquer aux défis auxquels l'économie fait face. Il y a des bonnes mesures ici qui pourront être présentées un peu plus dans le détail plus tard. Mais il manque un peu de conviction. Nous, ce qu'on observe, le gouvernement fait augmenter de façon substantielle le déficit et donc il aurait pu se permettre aussi peut-être des mesures additionnelles ou encore plus transversales pour soutenir l'économie. Ça sera difficile avec si peu de nouvelles dépenses, si peu de nouvelles mesures, de vraiment changer la tendance qu'on observe au niveau de la productivité, au niveau de l'investissement et aussi, tant que l'incertitude demeure aussi élevée, tant que la confiance des entreprises dans les indicateurs demeure aussi si faible, ça sera difficile de vraiment renverser la tendance puis de modifier disons, la trajectoire de l'économie. Un peu plus rapidement cette fois, parce qu'au niveau du Québec, c'était plutôt une mise à jour économique qu'un budget en soi qui était présenté. Un peu le même principe que pour ma présentation sur le budget. Je vais y aller avec une petite mise en contexte parce que le Québec n'est pas épargné des défis qui frappent le Canada. On a les mêmes enjeux de productivité, on a les mêmes enjeux d'investissement. Par contre, un élément que le Québec se distingue, c'est qu'il est un peu plus touché par la question des tarifs. On parle d'un tarif effectif moyen de 5 au Québec, qui est significativement plus élevé que celui qu'on observe au Canada. Puis ça, ça s'explique par le fait qu'il y a plusieurs industries québécoises stratégiques qui sont touchées par des tarifs sectoriels que l'administration Trump a mis en place. On parle des tarifs de 50 sur l'acier, sur l'aluminium, 50 aussi sur le cuivre. Le bois, on parle de seulement un 10 mais un 10 qui s'ajoute à des tarifs qui étaient déjà en place depuis quelques temps de 35 pour un total de 45 sur le bois d'œuvre. C'est clair que des tarifs de l'ampleur de 40, 45, 50 peuvent mettre en péril la pérennité de plusieurs industries qui sont vraiment importantes là, pour l'économie du Québec. Dans ce contexte-là, très rapidement, le ministère des Finances a l'habitude de présenter ses prévisions économiques dans son budget et dans ses mises à jour. Face aux défis auxquels l'économie fait face, le fait d'être plus durement touché par les tarifs fait en sorte que le gouvernement révise à la baisse ses prévisions économiques. Prévision de croissance de 0,9 donc en dessous d'1 pour 2025, à peine plus d'1 en 2026. Donc, c'est clairement sous le potentiel de croissance de l'économie québécoise. Et donc, le gouvernement a annoncé certaines mesures qui viennent un peu répondre aux défis, mais aussi soutenir la croissance économique dans les années à venir. 3 principales mesures annoncées dans la mise à jour économique. Premièrement, des sommes qui visent à soutenir les particuliers, 5,9 milliards. On parle de 2,5 milliards pour soutenir les entreprises et l'économie. Et à ceci s'ajoute le retrait de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capitaux. Essentiellement, le taux d'inclusion des gains en capitaux devait passer de 50 à 66,7 au 1er janvier 2026. C'était pour s'arrimer à une mesure qui avait été mise en place par le gouvernement de Justin Trudeau. Eh bien, quand Mark Carney est arrivé au pouvoir, il a retiré ou s'est reculé un peu sur cette mesure, puis le Québec a décidé de s'arrimer.
Au niveau des dépenses additionnelles pour les particuliers, pour les entreprises, on est beaucoup moins dans l'aspect ambitieux et générationnel que tente de réclamer le gouvernement fédéral. Bien entendu, c'est seulement une mise à jour économique, mais on parle d'aide plus ciblée et de moins grande envergure. D'ailleurs, sur le 5,9 milliards pour les particuliers, il y a 4,1 milliards qui vient de l'indexation du régime fiscal, indexation qui est d'ailleurs obligatoire au sens de la loi de l'impôt sur le revenu, qui est fait à tous les années depuis 20 ans. Et donc, c'était même des augmentations de revenus. En fait, c'était même des éléments qui étaient inclus dans le dernier budget du gouvernement là, qui avait été présenté en mars. Donc, rien vraiment de nouveau ici. Pour ce qui est des entreprises, on parle plutôt d'aide ciblée. Donc, on parle de fonds pour soutenir l'économie des régions, notamment des industries touchées comme par les tarifs, notamment l'industrie du bois d'œuvre. Par contre, un des grands oubliés ici, c'est l'industrie de l'acier et de l'aluminium, pour laquelle aucune mesure spécifique n'a été annoncée. Alors, clairement, si je vous dis qu'il n'y a pas de grandes mesures, de grandes dépenses, la trajectoire du solde budgétaire n'est pas grandement affectée dans la mise à jour. On parle essentiellement d'une trajectoire qui est inchangée, excepté pour l'année en cours. L'année en cours, on parle d'un déficit moins important que prévu. La raison est qu'on s'attendait à ce que l'économie débute l'année en fait 2025 en moins bonne posture que ce fut le cas, essentiellement parce que la croissance économique en 2024 a été plus importante. Donc, si la taille de l'économie est plus importante au début d'année, clairement, ça augmente la capacité du gouvernement à en tirer des revenus et c'est ce qui explique vraiment le fait que le déficit est moins important. Le gouvernement a des revenus plus importants qu'anticipés. Pour le reste, là, sur la période, comme je le disais, rien de vraiment changé. Retour à l'équilibre budgétaire prévu en 2029-2030. Donc, une situation qui apparaît un peu plus saine que ce qui est présenté dans le budget fédéral notamment. Par contre, quelques bémols en lien avec ce retour à l'équilibre budgétaire. Le premier est la présence d'un écart à résorber. Essentiellement, ce que le gouvernement dit, c'est qu'on va revenir à l'équilibre budgétaire. Et pour y parvenir, il faut trouver 2,5 milliards. On ne sait pas trop encore comment on va aller chercher par une baisse des dépenses, une hausse des revenus, c'est pas clair, mais on va revenir à l'équilibre budgétaire. Donc, c'est un peu critiquable ici. En soi, on ne parle pas vraiment de réel équilibre budgétaire basé sur ce qui est annoncé dans cette mise à jour économique-là. Un autre élément aussi qui laisse croire que ce sera difficilement réalisable, c'est les prévisions de croissance des dépenses du gouvernement. Le gouvernement prévoit des croissances et dépenses annuelles de 2 sur la période 2025-2030, ce qui est significativement plus faible que ce qu'on a observé dans les dernières années. Bien entendu, le 5% a été 7,5% pour 2019-2025 était affecté par la période pandémique où il y a eu des déficits importants. Mais si on regarde un peu plus loin dans le temps, 2013-2019, on parle d'une croissance des dépenses de 3,2% en moyenne par année, ce qui inclut les 2 années d'austérité du gouvernement de l'époque. Donc, clairement, ça paraît un peu difficile d'atteindre vraiment cette cible de 2% de croissance des dépenses dans un contexte où les besoins sont très importants au niveau du gouvernement, au niveau notamment du secteur de la santé et de l'éducation. Finalement, avoir une évolution du déficit assez en phase avec ce qu'on observait dans le budget présenté en mars. Vous pouvez s'y attendre avec les chiffres que je vous ai présentés plus haut en termes de déficit en dollars. Donc, rien de nouveau, de surprenant à cet élément-là. Et une trajectoire de la dette, par contre, qui est un peu plus intéressante que ce qui était présenté en mars, essentiellement parce que le gouvernement a décidé que quand certaines parties de sa dette va venir à échéance dans les 2 prochaines années, plutôt que de la renouveler, il va utiliser le Fonds des générations pour rembourser cette dette-là. Donc, c'est ce qui explique un peu que la trajectoire là, est revue à la baisse au niveau de la dette. Fait à noter aussi, on voit qu'une trajectoire un peu plus intéressante au niveau des années 2028, 29, 30 que ce qu'on avait vu plus tôt avec le gouvernement fédéral. Ici, on voit vraiment une pente descendante qui est plus encourageante en termes de viabilité ou de soutenabilité des finances publiques. Alors voilà, c'est ce qui fait tour pour ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Louis-Vincent, et merci.
merci d'avoir été concis, d'avoir respecté le temps qu'on a. Donc, il me fait grand plaisir d'inviter Rémi Franzoni, fondateur du groupe Ingram, qui est un conseil euh, qui va souligner bientôt ses 10 premières années, également spécialisé notamment, entre autres, en accélération de croissance d'entreprise et services conseils au niveau de recherche de financement et de différents programmes gouvernementaux. La parole est à toi, Rémi. Merci beaucoup, Saoul, pour d'abord l'invitation et l'opportunité de pouvoir présenter le budget plus en détail. Louis-Vincent, j'ai trouvé ta présentation très, très structurée, puis ça met bien la table sur la trajectoire et les objectifs du gouvernement fédéraux et provinciaux. Donc, de mon côté, je comprends que la présentation est enregistrée, que les diapositives pourront vous être mises par la suite. On a quand même beaucoup de matière, donc je vais essayer d'être succinct et de me concentrer sur ce qui est pertinent pour les entreprises. Mais évidemment, s'il y a d'autres questions en cours de route ou après la présentation, je suis à votre disposition. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Donc, merci de l'introduction. Simplement pour dire que le groupe Engram, on est un groupe international. On est présent sur quatre marchés. Et effectivement, on se spécialise en accompagnement des entreprises, autant au niveau des aides financières que de l'internationalisation. Je n'en dirai pas plus. Donc, au niveau de la table des matières aujourd'hui, on va se concentrer donc sur les mesures qui ont été annoncées euh, au fédéral et au provincial. Comme l'a bien mentionné Louis-Vincent, en ce qui concerne le budget provincial, il s'agit d'une mise à jour financière sur le budget qui a été déposé en 2025. Donc, on a certains nouveaux éléments qui sont introduits, mais le budget pour l'année 2026, à partir d'avril 2026, sera disponible probablement en mars. Donc, étant donné qu'on rentre dans un contexte électoral, il y aura sans doute beaucoup de mesures pour les entreprises. Au niveau du gouvernement fédéral, le budget a été approuvé. Donc, les mesures que je vais vous présenter vont entrer en vigueur dès le 1er avril 2026. Et les détails aussi suivront. Donc là, dans ma présentation, on a des mesures qui seront beaucoup plus détaillées. D'autres, ça va être des grandes orientations avec des budgets qui sont associés. Mais quand même, ça va vous donner une bonne idée de ce qui s'en vient et vous pourrez déjà renforcer vos réflexions sur vos projets en fonction de ce que je vais vous présenter. Donc, au niveau de la table des matières, dans les premières parties, nous, on a fait le choix de se concentrer sur ce qui affecte directement les entreprises. On a laissé un peu de côté le volet des particuliers. Même chose pour le côté provincial. Donc, on va se concentrer sur les mesures annoncées dans le budget. Donc, un premier chapitre qui est basé sur une économie canadienne plus forte, dépendance et résilience, défense et sécurité. Et puis par la suite, donc la résilience économique du Québec. Ce qu'il faut retenir, s'il y a une chose à véritablement retenir avant qu'on démarre, c'est que le gouvernement met le paquet pour accélérer la diversification des marchés. On a compris que les États-Unis restent notre voisin, restent nos amis, mais en termes de coopération économique et d'alliance économique, probablement qu'on ne reviendra jamais à des relations similaires à avant. Donc, il y a un très fort accent qui est mis sur la diversification de marché. Il y a aussi un très fort accent qui est mis sur la création, l'accélération de la croissance nationale par la mise en œuvre de super projets. Donc, je vais pouvoir vous les mentionner dans quelques instants. Et vers la fin de ma présentation, je vais passer très rapidement sur certains programmes qui sont déjà disponibles, qui pourraient être intéressants pour les gens autour de la table. Donc, au niveau des mesures pour rendre le Canada plus résilient,
On a la création, donc le lancement du bureau des grands projets qui va avoir pour mission de coordonner et d'accélérer la création de 25 projets dans l'ensemble du Canada. Et puis, je vais vous en mentionner quelques-uns. L'idée, c'est, comme pour le projet, la stratégie maritime fédérale, c'est de créer des projets porteurs sur lesquels vont venir pouvoir se greffer des entreprises. Donc, l'argent sera reversé aux donneurs d'ordre qui auront un objectif de réinvestir dans la chaîne d'approvisionnement et développer la chaîne de l'approvisionnement. Donc, ça, c'est des opportunités d'affaires pour vous et c'est aussi la possibilité d'avoir des revenus récurrents et stables sur une durée précise. Donc, c'est pas à négliger. Et dans chacun des projets, ce qu'il va y avoir aussi, c'est qu'il y aura des mesures de compensation si les grands donneurs d'ordre doivent, pour des raisons stratégiques, opérationnelles, travailler avec des expertises qui ne sont pas présentes au Canada ou au Québec ou dans les différentes provinces. Ces différents donneurs d'ordre devront compenser à travers les investissements tout dollar qui sera dépensé avec des fournisseurs étrangers. Donc, 25 projets. On a la Banque d'infrastructure canadienne dont le capital monte de 10 milliards de dollars. Beaucoup d'accent aussi sur le développement des relations avec les nations autochtones qui sont clés dans la plupart des projets qu'on veut réaliser. Et un accent aussi, c'est d'accélérer le commerce intra-province. On a une grande fédération, mais on peut plus commercer entre nous, ce qui reste à améliorer. Donc voilà certains projets d'envergure nationale, un tableau récapitulatif. Ce n'est pas les 25 projets, mais c'est quelques-uns qui peuvent être pertinents. Vous aurez des détails sur le site des grands projets ou sur les projets eux-mêmes. Mais en ce qui nous concerne, par exemple, au Québec, donc on a le projet du Contrecœur, du terminal de Contrecœur, où on veut augmenter 60% de la capacité des conteneurs du port de Montréal et donc aussi intégrer l'intelligence artificielle pour la chaîne logistique. Chaque province c'est réparti sur l'ensemble du Canada selon les expertises de chacune des provinces. Donc, vous avez la possibilité de voir si vous pouvez faire affaire avec ces super projets. Un autre super projet qui a été très publicisé, donc c'est finalement la création d'un train à grande vitesse entre Toronto et Québec, dont le lancement est annoncé. Évidemment, le diable est toujours dans les détails, mais officiellement, on a un lancement de ce projet, donc qui va se réaliser comment, sous quelle mouture et avec quel investissement et quels sont les donneurs d'ordre, ça sera à préciser, mais il y a un point de départ, c'est ça qui est important. En ce qui vous concerne directement dans vos opérations quotidiennes, vous avez peut-être entendu parler de cette mesure, mais il va y avoir un crédit d'impôt, qui s'appelle une super déduction à la productivité, avec différentes mesures qui vont rentrer en vigueur. L'accent, c'est sur la productivité, sur les énergies propres et la recherche et développement. Donc, la mesure qui est sans doute la plus forte et la plus intéressante pour vous, c'est la possibilité, en fait, lorsque vous avez fait l'acquisition d'une bâtisse dont l'utilisation principale est la manufacture, il faut que ça soit 90% dédié à la manufacture, vous avez la possibilité d'accélérer le crédit d'impôt avant la mise la mise à disposition de cette mesure. On pouvait amortir l'acquisition d'un bâtiment sur 10 ans, donc on pouvait mettre 10% sur 10 ans. Dans la mesure de ce budget, on va être en mesure de amortir à 100% l'achat d'un building
dès la première année, donc dès 2026. Et ça, c'est pour tous les buildings tous les bâtiments qui sont acquis à partir du 5 novembre. Dans les années subséquentes, on aura toujours cette possibilité, mais le crédit d'impôt va diminuer. Il passera donc de 75% pour les années 2030 à 2031, puis de 55% à 2032-2033. Donc, c'est vraiment une très forte mesure pour vous encourager à agrandir vos appareils productifs. Au niveau du gaz liquéfié, puis on l'a vu un peu dans les nouvelles, au niveau des super projets, des super pipelines et de connecter l'Est à l'Ouest. Donc, on aura aussi un crédit d'impôt qui va être disponible, donc qui pourra couvrir jusqu'à 50% les équipements qui sont considérés comme admissibles. Tous les formulaires, toutes les mesures ne sont pas encore publiées, donc ça c'est une information high level, mais au moins vous avez déjà des éléments qui sont disponibles. Après, il y a des mesures qui sont mises en place pour tout ce qui est le taux d'imposition pour vous permettre de payer moins d'impôts. Je le laisserai à votre discrétion de le lire, mais on essaye un petit peu comme l'a mentionné Louis-Vincent, on essaye de rester compétitif et dans le peloton de tête par rapport aux autres nations du G7. Le Canada est quand même un pays dont le taux d'imposition n'a pas toujours été, on va dire, super compétitif. Et là, on essaye de revenir aux normes des meilleurs de classe. OK. Au niveau du talent, donc tout ce qui est recrutement international, résident, permanent, donc il n'y a pas de mesure pour avoir plus de travailleurs étrangers. Au contraire, les cibles sont réduites. En revanche, ce qu'on souhaite faire, c'est aller chercher plus des talents de calibre mondial. On a quand même une opportunité aux États-Unis avec les restrictions d'obtention de visa pour les chercheurs, mais aussi des talents de calibre mondial. C'est devient de plus en plus difficile de se rendre aux États-Unis, et donc le Canada essaye de tirer parti de cette opportunité pour attirer ces talents vers le Canada, qui est un pays qui reste encore très attrayant. En ce qui concerne le crédit d'impôt à la recherche et développement, il est donc bonifié. Donc là, il y a quand même beaucoup de mesures en termes de budget qui est mis à disposition. Ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que la grande mesure qui est mise à disposition, c'est qu'avant, dans le crédit d'impôt à la recherche et développement, les dépenses qui étaient admissibles, c'était surtout les dépenses de temps interne et d'honoraires professionnels. Et maintenant, sous certaines conditions, des équipements qui sont associés directement avec la R&D vont bénéficier du crédit d'impôt. Donc, on le voit ici. Voilà. C'est ce que je vous montrais. Je voulais résumer en une ligne. Il y a trois diapositives qui sont dédiées à ça. Au niveau de l'intelligence artificielle, encore je fais un parallèle avec ce que Louis-Vincent nous a mentionné tout à l'heure, c'est qu'il y a un écart de productivité qu'on peut constater entre le Canada et les États-Unis, et probablement que cet écart de productivité est lié à un déploiement de l'intelligence artificielle dans les entreprises qui est moins fort au Canada versus les États-Unis. Donc, il y a des mesures qui sont annoncées pour renforcer ce déploiement. On a un certain nombre de financements qui sont mis à disposition, autant du financement de fonctionnement qui sont mis à disposition des différents ministères et des différents projets, qu'autant des dépenses de soutien aux entreprises, notamment à travers 1 milliard qui est mis sur 3 ans, qui va être mis à la disposition de la BDC
pour accélérer le déploiement de projets avec l'intelligence artificielle. Il y aura aussi un encouragement pour les startups, qui sont souvent les grands oubliés des mesures gouvernementales. Là, il y a quand même une action forte qui est prise à leur compte pour encourager l'accroissement de nos startups, de passer donc à 750 millions qui sera prévu dès 2026 pour soutenir les jeunes entreprises innovantes. Donc, les plans de niveau d'immigration, je vous l'ai mentionné, donc cible stabilisée à 380 000 résidents permanents versus 395 000 en 2025. Et c'est là où ça nous cause sans doute pour beaucoup d'entreprises un enjeu, c'est que les résidents temporaires, donc là-dedans on va parler des étudiants, mais aussi des travailleurs temporaires qualifiés, les cibles vont vraiment être diminuées. On était à 673 000 environ en 2025, et là on va passer à 370 000 d'ici 2028. Donc d'un côté, on réduit l'afflux de talents pour essayer de stabiliser la situation économique et aussi la situation du logement, qui est la principale raison pour laquelle, à mon avis, on met les freins à cette intégration. Et en même temps, encourager les entreprises à être plus productives à travers l'automatisation, la robotisation dans les mesures que je vous ai mentionnées, donc les crédits d'impôt qui sont mis à votre disposition. Au niveau de la stratégie de compétitivité climatique, il y a un crédit d'impôt qui va être mis à disposition, donc il va varier entre 15 et 40%, pour un coût total de 16 milliards. Et ce crédit d'impôt, en moyenne, va représenter, peut être sur un projet d'1 million, peut représenter dans un cas de figure où ça représente 30%, ça serait une contribution sous la forme d'une contribution non remboursable. Donc, malgré le fait que le Canada est en retard sur l'atteinte de ses cibles de réduction de carbone, il y a quand même une contrepartie pour encourager l'innovation et la croissance dans ce secteur à travers des crédits d'impôt. Il y a de l'argent aussi qui va être mobilisé à travers la BDC, la Banque d'infrastructure du Canada. Et un gros accent aussi qui est mis sur les minéraux critiques, sur les terres rares, dans un contexte aussi de technologie propre. On sait que c'est des industries qui sont très, très polluantes, et donc il y a de l'argent aussi qui est mis à disposition, comme il y a des super projets qui sont mis à disposition. Donc les minéraux critiques, le Canada veut véritablement se positionner comme une solution intégrée, donc de l'extraction des minéraux critiques à des solutions commercialisables. Et je pense qu'à travers les ressources naturelles auxquelles on a accès, c'est une mesure intéressante. Donc, passer de la dépendance à la résilience. Donc, l'objectif, je vais accélérer parce que il reste beaucoup de matière. L'objectif, vraiment, c'est de prendre des mesures sur les industries stratégiques. Donc, il y a des programmes qui vont être mis à disposition sur les industries de l'aérospatiale, technologie propre, foresterie, acier, aluminium, automobile et agriculture et pêche. Ici, vous avez certaines mesures qui sont détaillées ici. On voit qu'il y aura du financement spécifique qui sera dédié à ces industries. On parle environ 1,2 milliard. Et beaucoup d'accents, beaucoup d'efforts de communication et vous allez sans doute le constater lorsque vous participerez à des événements. Vous allez voir beaucoup d'événements et la présence d'Approvisionnement Canada, parce qu'il veut vraiment que ces donneurs d'ordre fassent le pont avec l'industrie, les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur au Québec et dans l'ensemble du Canada. Donc, il y a un montant qui est mis à disposition. Diversification de marché, on veut accroître le commerce international du Canada hors États-Unis. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place, beaucoup qui sont mises dans l'accompagnement des entreprises.
mais aussi des priorités qui vont être mises sur certaines zones qui sont considérées comme étant stratégiques, donc l'Europe et l'Asie et l'Afrique. C'est les marchés sur lesquels le gouvernement fédéral va mettre l'accent, et un renforcement des corridors de commerce. Donc, vous avez le détail ici. Je continue. Oups. En ce qui concerne Affaires mondiales Canada et EDC, le programme, il y a des nouveaux fonds qui sont mis à disposition, qui vont être réinjectés dans le programme CanExport, qui est un programme qui est là pour vous aider à commercialiser hors du Canada, sous la forme de subventions, des accélérateurs technologiques, des missions commerciales et internationales qui vont être mises, qui vont être relancées sur des marchés ciblés, et améliorer les capacités de négociation commerciale. Donc, vous avez ici les montants qui sont associés. Le CanExport devrait rouvrir le 1er avril. Le budget sera disponible le 1er avril, probablement que les entreprises pourront redéposer avant. L'année dernière, c'était autour de février. Donc, je passe ça. C'est plus des mesures, des commitments, pardonnez l'anglicisme, qui vont être associés à ça. Alors, au niveau de la défense et sécurité, c'est le mot, c'est la tendance populaire, et c'est normal. On veut donc augmenter le PIB qui est dédié à la défense de 2 à 5% du PIB, donc 3,5 qui vont être là pour améliorer les forces armées canadiennes, et le 1,5% pour toutes les stratégies de télécommunications. Donc, il y a vraiment de grandes mesures qui vont être prises pour renforcer l'appareil militaire, la défense, donc dans tous les secteurs, concernés par les forces armées canadiennes. Je vous invite aussi à garder un œil sur cet organisme, l'ISDE, qui va fonctionner par appel d'offres. Donc, en fonction des besoins de l'armée canadienne, il y aura des appels d'offres sous la forme de subventions ou d'achats de technologies qui seront publiés. Donc, c'est une opportunité pour vous. Vous avez ici le détail sur les prochaines années. Je pourrai le consulter pour la suite. Il y a beaucoup d'informations. Je vais quand même prendre le temps de vous montrer cet élément-là. Donc, comme je vous en parlais la dernière fois, un peu plus tôt durant la présentation, il y a des mesures pour chaque dollar qui est dépensé par un donneur d'ordre sur une entreprise étrangère, le donneur d'ordre doit compenser au Canada, avec des entreprises canadiennes, que ce soit des projets directs ou que ce soit de l'investissement dans les chaires de recherche, que ce soit de l'investissement dans des communautés. Et donc, sur ce site ici, qui est mis à jour mensuellement, vous avez en fait les contrats qui ont été obtenus à gauche, les projets sur lesquels ils ont été obtenus, puis les obligations que ces entreprises ont de réinvestir dans l'industrie canadienne. Donc, vous pourrez voir quels sont les montants qui sont encore disponibles. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi les emails des personnes qui sont en charge de ces projets pour les entreprises respectives. Donc, c'est une source d'opportunité d'affaires pour vous, pour ceux et celles qui voudraient faire affaire avec la défense. Donc, vous avez cette information-là. Je reviens sur ma présentation. Petite note qui est quand même importante. On devrait avoir un retour sur les droits de douane, sur la constitutionnalité du pouvoir du président aux États-Unis sur son pouvoir d'imposer des droits de douane. C'est contesté en Cour suprême, et on s'attend à une décision sur ce sujet d'ici la fin du mois de décembre. Donc, à surveiller, parce que une des conséquences directes, ça serait si certains des droits de douane sont levés, c'est qu'il y a des remboursements qui vont être exigés pour les entreprises qui ont déjà payé si c'est considéré comme étant illégal. Et en même temps, il y aura évidemment une levée des droits de douane. Donc, c'est quelque chose qui est important à garder. Au niveau du budget, j'accélère. Saoul, il me reste encore un peu de temps. Quelques instants. Mais combien
Vas-y. OK. Au niveau du Québec, on a 2,5 milliards sur 5 ans. L'objectif, c'est stimuler l'investissement, réduire les charges des employeurs, appuyer les secteurs vulnérables et soutenir l'innovation stratégique. Déduction immédiate pour l'investissement. On fait un arrimage avec le fédéral, donc le crédit d'impôt qui était disponible pour les amortissements et les investissements, au lieu d'être échelonné sur plusieurs années, il est mis sur la première année. Au niveau à titre d'employeur, les charges salariales vont baisser, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et ça va vous laisser de l'argent dans vos coffres. Il y a de l'argent qui est mis aussi spécifiquement à disposition des entreprises dans les régions. Certains crédits d'impôt pour les entreprises éloignées. Et voilà, moi j'ai accéléré, je suis désolé, il y avait beaucoup de matière, je voulais donner ce qui était le plus pertinent. Peut-être que cette partie-là, Saoul, au niveau des programmes d'aide financière, on pourrait les partager par la suite. Je voulais juste faire un aperçu des programmes qui étaient disponibles actuellement, mais c'est tout ce qui concerne les energy efficiency, autant dans le domaine maritime que dans le domaine du transport et dans le domaine de l'innovation. Voilà, je m'arrête ici. Rémi, si tu veux prendre 1 minute de plus, je constate qu'on n'a pas perdu trop de participants. On a encore 15 participants en ligne. Prends 1 minute de plus, surtout pour la fin, là, les programmes que tu as mentionnés rapidement à la fin. D'accord. Et quitte à ce qu'on coupe un peu dans les questions, si jamais il y a des questions, mais prends 1 minute de plus, vas-y. D'accord. Donc, au niveau de Développement économique Canada, c'est un programme qui est disponible, c'est un prêt sans intérêt pour l'amélioration de la productivité, donc le CAPEX et la commercialisation. C'est 50% du projet, remboursable sur 11 ans, pardon, sur 9 ans. Pas de garantie, pas de collatéral, donc toute entreprise qui a un projet peut déposer aujourd'hui. Au niveau d'investissement Québec, c'est la même chose. On a l'équivalent, c'est jusqu'à 40%, sans présence, sans intérêt, et une portion qui est prêt avec intérêt. Donc, ça fait en taux total un prêt privilégié. Il y a de l'argent qui est mis à disposition pour la BDC, jusqu'à 5 millions pour réaliser des projets complémentaires. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'on peut combiner tous ces programmes en fonction de vos projets. Donc, beaucoup d'accent qui est mis sur l'acquisition d'équipements semi-automatisés. Au niveau des programmes d'investissement en infrastructure maritime, il y a le programme actuel qui a pris fin et qui devrait redémarrer. Donc, l'objectif est en fonction des volets. Donc, le volet 1 étant les projets d'infrastructure et d'équipement, c'est de pouvoir encourager les entreprises qui œuvrent dans ce secteur maritime, à améliorer l'efficacité énergétique de leur équipement. On avait une subvention qui pouvait monter jusqu'à 4 millions dans l'ancienne mouture. Elle va être disponible probablement dans le prochain budget. L'aide totale était de 75% des dépenses admissibles. Donc ça fait quelque chose qui est intéressant pour tes membres, Saoul, donc je le mets à l'écran. Dans le domaine de l'aluminium, il y a des subventions qui sont disponibles pour la recherche et le développement jusqu'à 100 000 $, c'est le programme SIAL. Je vais passer à Technoclimat. Donc, Technoclimat, c'est pour le développement de technologies qui ont un potentiel commercial, qui sont innovantes et qui ont un impact sur l'efficacité énergétique, la réduction des gaz à effet de serre. On peut aller chercher 50% jusqu'à 5 millions en subvention. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'il y a énormément de mesures qui sont mises à disposition pour les entreprises qui veulent soit améliorer leur productivité à travers l'achat d'équipements, ou bien qui veulent améliorer leur efficacité énergétique à travers soit le développement de nouveaux produits ou le développement le remplacement de leur équipement par les équipements qui sont plus efficaces d'un point de vue énergétique. Donc, voilà, c'est mon métier d'aller plus loin avec vous sur chacun des programmes pour voir si c'est admissible en fonction de ce que vous voulez réaliser. Mais au moins, vous avez le... Merci, Rémi. Merci. Merci. Désolé une nouvelle fois d'avoir dépassé.
Non, pas du tout. Au contraire, c'était autant pour toi que Louis-Vincent également, très complet. On a encore 14-15 participants en ligne. Si parmi les participants, il y en a qui ont des questions pour soit Louis-Vincent ou Rémi, il nous reste encore quelques instants. On ne veut pas déborder après 13 heures. S'il n'y a pas de questions, c'est parfait également. L'enregistrement est fait en direct et on va partager cette vidéo sur notre plateforme YouTube à l'ensemble du réseau des armateurs du Saint-Laurent. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui aurait une question pour l'un ou l'autre de nos partenaires? Sylvain. Ah, C'est sûr. Yannick, merci beaucoup. Merci Sylvain, merci. Ah, Tu pourras, j'imagine que tu vas partager aussi les présentations. oui, si vous le souhaitez, mais tout le matériel que vous avez présenté est dans la vidéo. Mais si vous souhaitez, on peut aussi joindre une copie du matériel également. Je pense que Parfait. ça peut être pertinent. En tout cas, un grand merci. Excellent. Ben, écoutez, avant de terminer, autant pour Louis-Vincent et Rémi, mais également pour tous les participants, donc, parfait, Sylvain, on va partager le contenu vidéo et les présentations également. Donc, j'aimerais juste vous rappeler notre dernier événement de l'année pour la programmation 2025, c'est vendredi prochain, 5 décembre, à Montréal, au Fairmont Queen Elizabeth. Tous les détails sont sur notre site en question. On a une bonne participation. On a déjà au-delà de 115 participants avec une semaine avant l'événement. De nouveau, on remercie Aviseo Conseil qui est partenaire de la série des déjeuners conférences et rendez-vous des armateurs. Et Rémi, c'est une première ensemble, mais bienvenue au sein du réseau. Et merci à tous pour votre confiance. Bonne fin d'année. Je sais qu'il reste encore quelques semaines très occupées et joyeuses fêtes à l'avance également. Merci à vous. Bonne journée.